Bonsoir à tous, je m'appelle Lucas pour ceux qui ne le savaient pas, bienvenue sur la chaîne Écran Noir. Ce soir, on va parler des pires films que j'ai vus en 2017. Youhou 2017, ça a été une année de cinéma hyper décevante pour moi, j'ai déjà dit dans mon top, vous pouvez aller le voir d'ailleurs, je l'ai fait avant cette vidéo, donc ça peut être intéressant de les regarder dans l'ordre. Du coup, il y a vachement de films qui soit ne m'ont pas plu, soit m'ont beaucoup déçu par rapport aux attentes que je pouvais en avoir. Alors, je suis pas allé voir les films racistes de Christian Clavier, je suis pas allé non plus m'afficher des étrons puants comme Bad Buzz. Donc oui, il y a bien évidemment des films bien pires que ceux que je vais vous proposer dans mon flop, mais mon flop cette année il est plutôt constitué soit de déception, soit de films vraiment tout pourris quoi. Alors j'avais déjà fait un flop l'année dernière, je m'étais vraiment éclaté à le faire, c'était vraiment une vidéo qui m'avait fait beaucoup marrer, mais elle avait créé aussi une tempête d'indignation. Il y avait quelques fragiles que ça avait un petit peu perturbé, du coup je me suis dit que j'allais remettre le couvert cette année. Alors je pense que si le flop de l'année dernière a pas forcément plu à tout le monde, je pense que là je vais créer une guerre généralisée dans les commentaires, à mon avis ça va vraiment se taper dessus. Alors dans le cas incroyable où vous êtes un être pensant et que vous avez des goûts différents des miens, donc commencez à vous préparer, essayez de vous installer directement en position un petit peu couché sur le côté, accrochez-vous parce que ça va déménager. Moi je suis pas là pour prendre des pincettes, je suis là pour vous dire pourquoi les films que je vous présente, je trouve qu'ils sont pas bien ou qu'ils sont nuls ou que c'est des films de merde. Ah mais j'ai des potes là, ils sont pas bien hein. Petite dédicace à Quentin Riac et Flavien. Ah ils sont en sueur les gars là. Donc bien évidemment pour ce flop 10 on va aller à reculons, c'est à dire que le 10e film que je vais vous présenter c'est celui que j'ai le moins détesté, et bien évidemment le premier c'est celui qui m'a le plus indigné. Alors j'ai essayé d'enregistrer cette vidéo deux fois, la première fois c'était ici et mon voisin s'est mis à mettre des coups de perceuse incroyables dans le mur justement où je commençais à enregistrer. Du coup je me suis dit que j'allais enregistrer chez mes parents en Normandie et j'ai tout filmé en Normandie, et en arrivant dans le train en revenant je me suis rendu compte que la mise au point avait complètement bugué et que je devais tout refaire. Donc je me dis qu'en fait il y a un karma qui est en train de me dire Lucas surtout ne fais pas cette vidéo. La voici. Alors d'abord avant qu'on commence, je vais vous présenter les quelques films que j'ai pas aimé du tout mais qui n'étaient pas assez nuls ou assez détestables pour rentrer dans mon flop 10. Alors tout d'abord en premier lieu il y a La La Land. Et oui j'ai pas aimé La La Land. C'est vraiment le type de comédie musicale qui me plaît pas du tout, où les mecs se mettent tous à danser, à chanter spontanément et chaque fois je suis là qu'est-ce qui vous a pris pourquoi? Donc c'est pas du tout ma cam, c'est marrant, je sais que ça a plu à énormément de monde. Il est souvent même numéro 1 dans beaucoup de top. Moi j'ai pas aimé les chansons, j'aime pas trop le restaurant d'amour, même si je la trouve plutôt bien jouée. Il y a des très belles scènes. Quand Ryan Gosling réimagine la scène qu'ils ont vécue et au lieu de la laisser passer à côté de lui, il attrape Emma Stone, il l'embrasse, bah c'est une très belle scène. Ouais, il y a quand même des trucs à sauver dans ce film. Mais sinon, je trouve que c'était vraiment le cul entre deux sièges entre film un peu nostalgique et film moderne. J'ai pas du tout aimé, j'avais l'impression que je l'avais vu des centaines de fois ce film là, donc voilà, pas mon truc du tout. Mais en plus, pour rajouter à l'énervement, j'ai eu des conditions de visionnage horribles. Tout le monde me parlait de La La Land et du coup, je me suis dit que j'allais y aller un matin au cinéma pour être tranquille. Et effectivement, dans la salle, on était genre 5-6 pas plus quoi, enfin une très grande salle avec très peu de monde à l'intérieur. Donc je m'installe pépère et là derrière moi il y a Jean Connard. Et Jean Connard il se met à siffler les chansons. La première chanson il siffle, moi je bug, je me retourne vers lui et je le fixe quoi. Genre mec, ouh je suis là. Et il fait comme s'il me voyait pas. D'accord, ok. J'attends la deuxième chanson pour voir s'il va recommencer. Deuxième chanson. Déjà ça va pas. Je me dis allez, je lui laisse une chance, je vais attendre la troisième chanson. Et à la troisième chanson, je me suis retourné vers lui en imaginant que j'allais lui poser une question et je lui ai dit t'arrêtes de siffler. Je me suis rendu compte que c'était pas une question du tout. Et le mec il m'a regardé genre ah ouais pardon. Genre vraiment le mec je lui gâchais sa séance quoi. Je lui gâchais sa séance parce que je lui demandais d'arrêter de siffler pendant la séance. Enfin c'était, là je voulais le faire en mode rigolo hein, quand il siffle, mais c'était vraiment un mec qui se la racontait complètement. Donc bah je l'ai remis à sa place déjà voilà. Mais en tout cas ça m'a bien pourri ma séance. Même si je vous rassure mon objectivité concernant le film n'a pas du tout été perturbée par ça. Alors cette année j'ai pas aimé non plus Split. Oui non. Shyamalan il me saoule complètement. J'ai trouvé l'histoire nulle, pas intéressante. On vous voit un mec qui a 24 personnalités. Genre attention vous allez voir un jeu incroyable de l'acteur, bah en fait à l'image on t'en montre que 4, donc ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment un film pour ados fragiles. Tout est gros, tout est lourdingue, avec des ficelles prévisibles à des kilomètres à l'avance. Le beau-père c'est un pédophile. Et c'est juste hallucinant parce qu'à la fin du film il y a une espèce de twist qui montre, sans vous spoiler, que plusieurs films de M. Night Shyamalan se passent dans le même univers. Mais ça fait référence à des films d'il y a 15 ans. Donc moi j'ai capté la référence, mais comme il y avait que des ados dans la salle, c'était l'indignation à la fin de la séance. Il y a une nana à côté de moi qui disait j'ai pas compris. J'ai fait mon vieux con qui s'y connaît en cinéma et je lui ai expliqué oui alors ça c'est une référence à un vieux film. Enfin voilà, Split j'ai pas du tout aimé, je sais pas pourquoi les gens kiffent ce truc. Jackie c'est un biopic sur Jackie Kennedy. Pendant à peu près une demi-heure du film, Jackie Kennedy interprété par Natalie Portman va nous présenter des meubles de la Maison Blanche. Voilà, ils se sont dit que ça allait faire un bon film. Je sais pas pourquoi. Tous les ans, je vais voir un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Kiyoshi Kurosawa. Et cette fois, je suis allé voir Le Secret de la Chambre Noire et j'ai cru que j'allais
me suicider d'ennui. C'était chiant à mourir, voilà. Bon, ça arrive, des fois, il y a des petits ratés dans la carrière d'un réalisateur. En tout cas, je continuerai quand même à aller voir ses films parce que ce mec-là a fait des films incroyables. Jigsaw, la énième suite de Saw, laissez John Kramer reposer en paix. C'est le Saw le plus inintéressant au niveau de tout ce qui est piège, au niveau psychologique, au niveau de la réalisation. C'est moche. C'est moche, c'est vraiment tout ce que je déteste dans le cinéma américain. Voilà, c'était de la merde. Au pied du flop, Les Gardiens de la Galaxie 2. Déjà, le film n'a aucun enjeu parce qu'on découvre le méchant quasiment aux 3/4 du film. Donc pendant tout le film, voilà, c'est une longue promenade entre amis. Vraiment, le 1 était très réussi et le 2 est pas drôle. Le 2 est pas drôle. Il y a une blague hyper récurrente sur un mec qui a une sale gueule et tout le monde l'appelle Taserface. Non, il s'appelle Taserface et les gens arrêtent pas de le clasher sur sa tête. Et la blague est nulle la première fois et c'est une blague redondante. Il te la ressort une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Putain, mais vraiment, t'en peux plus quoi. La blague est pas drôle. La blague est pas drôle. Donc, on va pouvoir s'attaquer au top 10 des pires films que j'ai vus cette année. Numéro 10. Numéro 10, c'est ça. C'est It. C'est le film ça. Putain, blague de merde. It, c'est un film d'épouvante, c'est un film qui fait peur parce qu'il y a un clown dedans et les clowns ça fait peur. J'ai pas du tout aimé le film premièrement parce que ça m'a pas fait peur du tout. Pour parler de ce film, il faut d'abord que je parle de l'adaptation téléfilm qu'il y a eu dans les années 80 du livre Ça de Stephen King. Et moi j'aime beaucoup cette adaptation, je la trouve très réussie, je trouve que la mise en scène est très très belle et je trouve qu'il y a une ambiance très années 80 qui se dégage de son long métrage. Alors il est très long parce que c'est un téléfilm donc il dure 3 heures mais il peut se regarder facilement en deux parties. Et surtout dans cette adaptation en téléfilm, le clown, le fameux clown tueur est interprété par un acteur absolument incroyable qui joue vachement bien son rôle. Et ce que j'adorais avec ce clown là, c'est que c'est pas vraiment un clown qui faisait peur, mais c'était un clown qui était malsain. Cette figure qu'on associe à la joie, aux enfants, voilà, de clown, elle est transformée, elle est pervertie, et il y a un truc vraiment glauque. Il y a un côté presque pédophile quoi avec ce clown qui est hyper chelou. Et c'est ça qui faisait un peu peur, c'est ça qui était effrayant parce qu'il y avait vraiment ce sentiment d'anormal. Dans la nouvelle adaptation, ils sont vraiment partis sur un clown qui faisait peur, comme dans toutes les vidéos YouTube qu'on peut voir de personnes qui se font courser dans la rue par des clowns. Et je trouve que ça marche pas du tout parce que voir un clown courir après des gamins en faisant pendant 1 heure, on trouve vite la limite du film. Le téléfilm était très intéressant parce qu'il montait en parallèle la vie des personnages principaux quand ils étaient enfants et leur vie quand ils étaient adultes. Et du coup, on voyait tout de suite quelles conséquences ce qu'ils avaient vécu de traumatisant étant enfants avait sur leur vie d'adulte. Dans cette nouvelle adaptation, ils ont choisi de d'abord se concentrer que sur les enfants pour ce film. Et bien évidemment, il va y avoir une suite à la con dans laquelle on aura la version avec les adultes quand ils seront plus vieux. Et du coup, le clown dans le nouvel film, il va s'attaquer à un enfant, et ensuite à un autre, et ensuite à un autre, et à 7 enfants. Donc en fait, vous allez avoir 7 fois la même déclinaison d'une scène chiante, où le clown va essayer de faire peur aux gamins. Voilà, moi ça m'a fait royalement chier. Même si les gamins jouent très bien, j'ai pas aimé la réalisation, j'ai pas aimé, ça m'a pas fait peur. Il y a vraiment une bonne scène dans le film, c'est une scène avec des diapositives, voilà, je vous spoil pas trop. J'en attendais beaucoup de ce film, ça n'a pas pris du tout, ça n'a pas pris sur moi. J'ai trouvé très mauvais, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans mon flop. Numéro 9. Numéro 9, c'est ma plus grande déception de cette année. J'étais hypé par ce film. Pour moi, c'était un alignement de planètes, tout allait bien se passer. C'était le blockbuster de cette année et je trouve qu'il s'est complètement planté. C'est Blade Runner 2049. Donc c'est la suite de Blade Runner, du Blade Runner de Ridley Scott. Honnêtement, c'est deux films très très différents. J'ai quand même pas craché dans la soupe. L'univers est incroyable, les couleurs et tout ça. C'est un film qui est très très beau. Vraiment, tout le design a été vraiment super bien fait. Ça a été fait par Denis Villeneuve, le réalisateur de Sicario, Prisoners, Premier contact que j'avais mis très très haut dans ma liste de top l'année dernière. Donc j'en attendais vraiment beaucoup et en fait Denis Villeneuve il a toute une partie de sa filmographie comme le film Enemy qui est une filmographie très très mystérieuse. Denis Villeneuve c'est un explorateur, des fois il tente des trucs, là je trouve que vraiment pour le coup il s'est planté. Pendant l'intégralité du film je trouve que il met 20 minutes voire 25 minutes à raconter un truc qu'il aurait pu raconter en 5 minutes montre en main. Donc le film a laissé une impression de vide et de longueur. Vraiment au bout d'un moment je saturais complètement et j'ai commencé vraiment à me faire chier quoi, j'ai vraiment commencé à m'ennuyer. Alors qu'il y avait un potentiel incroyable dans cette histoire, il y a des personnages hyper intéressants. Ryan Gosling joue un androïde, donc il joue pas un être humain. Il a une histoire amoureuse avec une personne holographique. C'est une femme qui vous tient compagnie en fait. C'est un peu comme le dernier iPhone 8, tout le monde l'a mais tout le monde a la même déclinaison. Mais lui il tombe vraiment amoureux de cet hologramme. Qui est stocké chez lui et qui lui sert un petit peu de femme. Et leur histoire d'amour est passionnante. Toutes les plus belles scènes concernent leur histoire d'amour. Et ça suffisait au film en fait. Ça suffisait complètement au film. Ils avaient juste à se concentrer un petit peu là-dessus, à développer ça, tout en conservant l'histoire des Blade Runner et le suspense de cette histoire. Mais le film il part dans plein de pistes scénaristiques étranges ou malvenues. La sauce n'a pas du tout pris sur moi, donc je vais me contenter de re-regarder le Blade Runner des années 80 qui pour moi est un pur chef-d'œuvre. C'était difficile de détrôner et je trouve malheureusement que ce nouveau film c'est complètement ramassé et c'est pas du tout pour moi quoi. C'est pas du tout pour moi. Numéro 8. Numéro 8 c'est Pirates des Caraïbes 5. 6
4, je sais plus. Je m'en fous. J'avais vraiment bien aimé le 1. Numéro 7. Numéro 7. Alors là, c'est la même merde, du coup, je me suis permis de mettre 2 films ex aequo. Premier numéro 7, donc, c'est Spider-Man Homecoming, le reboot du reboot du reboot du reboot. Ah, c'est marrant, j'ai jamais été un fan des films de Sam Raimi, mais ça me fait les voir sous un nouveau prisme. Voilà, ce film est tellement une merde. C'est vraiment l'humour Marvel, mais au niveau 0. En essayant d'inclure Spider-Man dans le Marvel Universe, ils ont réussi à le rendre complètement anecdotique. Je me demande comment j'ai fait pour pas me barrer avant la fin de la séance. Et je m'en foutais, hein. J'en avais rien à foutre de ce film, donc voilà. Deuxième numéro 7, qui je trouve est encore pire que Spider-Man, c'est Justice League de Zack Snyder et Joss Whedon. Alors on me dit que ce film est raté parce qu'il a été fait par 2 réalisateurs, parce que la production était un peu compliquée. Mais les gars, ça n'a rien à voir, ça. Sur le papier, c'était pourri, dans la réal, c'est pourri, le scénario est pourri. J'ai jamais vu un film aussi mal écrit. C'est un des films de super-héros les plus lambda que j'ai vu toute ma vie. Le méchant est d'un cliché, mais d'un cliché. Steppenwolf. Je me demande comment je pense que j'ai retenu le nom du méchant parce que c'est le méchant le plus nul que j'ai vu toute ma vie au cinéma. Alors le mec il a des cornes et une grosse hache et du coup c'est un méchant parce qu'il a une tête de méchant. Et tenez-vous bien, le méchant dans Justice League, il a comme ambition terrible, il a comme enjeu de vouloir détruire le monde. Voilà, Justice League. On est en 2018 et le méchant dans un film de super-héros, il veut détruire le monde. L'enjeu du film, c'est que les gentils, ils doivent séparer 3 cubes qui quand ils sont réunis ensemble, ils vont créer une espèce de matière noire qui va détruire le monde et il faut réussir à les séparer les uns des autres pour sauver le monde. Et c'est tout. Genre à un moment il tape le méchant, il tape un petit peu dessus, après ils attrapent les cubes, ils les séparent et voilà, ils ont gagné. Moi je me dis c'est pas terminé, il va y avoir un nouveau méchant, il y aura un rebondissement. Ouais, super. You, on a gagné. C'est tout. C'était ça le film! Alors je pense toujours que Ben Affleck est la pire erreur de casting en tant que Batman pour les éons à venir. Je sais pas ce qui est passé dans la tête des producteurs pour se dire que Ben Affleck ça allait avec Batman. Parce qu'il a un gros menton, c'est ça? Il a un gros menton et du coup il a une mâchoire proéminente, ça vous fait penser à Batman? Je pense que ce film est un des pires films de super-héros que j'ai vu toute ma vie. Je pense qu'il est dans le top 3. Par sa vacuité, par son vide absolu. Numéro 6. Numéro 6 c'est une grande déception de l'année, c'est le rendez-vous manqué de 2017. C'est Voyage of Time de Terrence Malick. Terrence Malick, au début de sa carrière, il a fait 5 films sur genre 25 ans. Voilà, il a fait très peu de films, c'est que des films incroyables. Et je trouve son dernier film incroyable, que j'avais adoré, Palme d'Or à Cannes, c'est The Tree of Life. Et dans The Tree of Life, il y a une scène où la mère s'interroge sur la vie, sur la mort, sur la naissance de l'humanité. Et on a une très belle séquence avec la musique Lacrimosa par-dessus. On va explorer l'univers pour essayer de contempler un petit peu la création dans son ensemble. Tous les derniers films de Terrence Malick sont vraiment chiants à mourir, c'est toujours la même copie, c'est un petit peu la même déclinaison du même film très très fade qui est un peu une parodie de lui-même. Et là est annoncé Voyage of Time, un film en sortie unique, c'est-à-dire qu'il sortait à une date précise une seule fois. Donc il y avait peut-être plusieurs salles qui le distribuaient, mais en tout cas il ne sortait qu'un seul jour à une seule date. Donc j'avais pris mes billets vachement à l'avance. Voyage of Time, dans ce qu'il annonçait, me rappelait vraiment cette scène magnifique dans The Tree of Life. Je me suis dit ça va être un pur chef-d'œuvre, un voyage sur l'Odyssée du temps. Terrence Malick va nous parler du temps de manière passionnante. Eh ben je l'ai eu mon Odyssée du temps. Je l'ai eu, je peux vous dire que le temps je l'ai bien senti passer. C'était à mourir d'ennui, le film est cucu à souhait. On reste dans la parodie de Terrence Malick de lui-même, avec en plus la voix de Cate Blanchett qui va vous lire des poèmes par-dessus. La vie, la mort, où va-t-on, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère? Je piquais du nez pendant la séance. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant lutté contre le sommeil. Donc voilà, catastrophe absolue. Voyage of Time, grosse déception. Donc regardez les premiers films de Terrence Malick. La Ligne Rouge, Le Nouveau Monde, Les Moissons du Ciel, La Balade Sauvage, j'en oublie un, The Tree of Life. Numéro 5. Numéro 5. Je vais le dire, hein, mais je sens que ça va déchaîner les foules. Mon numéro 5, c'est Star Wars The Last Jedi. Alors, il va falloir que je développe un petit peu parce que je sens que il va falloir que je justifie ma position vers Star Wars. C'est marrant ce film, j'ai l'impression que soit on l'a adoré, soit on l'a vraiment pas aimé. Il n'y a pas vraiment de juste milieu, c'est un peu qui te double. Et j'ai surtout l'impression que les gens qui ont aimé le numéro 7 n'ont pas aimé le 8, et les gens qui n'ont pas aimé le 7 ont bien aimé le 8. Moi j'ai bien aimé le 7, je trouve que c'est un film qui se regarde, même si c'est un plagiat carrément éhonté de l'épisode 4. Et moi quand je l'avais vu, j'avais complètement un petit peu zappé l'épisode 4, donc le côté plagiat m'avait pas ultra choqué. Il y avait
quand même, il y avait des pistes intéressantes. Concernant The Last Jedi, quand je suis sorti de la salle, j'étais outré, j'étais vraiment énervé, c'est le film qui m'a mis le plus hors de moi de toute cette année. Vraiment, j'étais en colère, je me suis dit c'est complètement raté. J'ai quand même déjà parlé de ce qui m'a plu dans le film parce que tout n'est pas à jeter, mais vous allez voir que ça fait à peine 10 minutes ce que j'ai bien aimé dans le film. Je trouve que la première scène de bataille spatiale au départ est très bien, très réussie. En 3D en plus, c'était vachement intéressant, elle était plutôt bien mise en scène. Et surtout, le moment que j'ai le plus aimé du film, c'est le moment avec le bombardier. Tous les bombardiers sont détruits et on voit ce tout petit bombardier sur lequel tout repose qui va essayer de s'attaquer au gros vaisseau. Et c'est ce passage là où se sacrifie la sœur de Rose et je trouve ce personnage génial. Elle dit rien, elle décroche pas un mot, mais juste par son attitude, par son courage, on voit que c'est quelqu'un de brave en fait. Et je me suis dit, ça c'est un personnage Star Wars, il est vraiment top. Et ça a été vraiment l'ascenseur émotionnel de la découvrir et de la voir mourir tout de suite après en fait. Du coup je trouvais ça, j'étais pas déçu parce que je trouvais que ça donnait tout de suite vachement de background au personnage de Rose qui est complètement raté, on va pas se mentir. Et j'ai beaucoup aimé aussi les origines de Rey. Voilà ce que j'ai aimé dans le film. Le reste pour moi est complètement foiré. Tout l'arc narratif, Finn Rose est à jeter à la poubelle. Pas, il se regarde, hein. Il est à jeter à la poubelle. Le film s'en passe complètement d'ailleurs, il serait pas là, on s'en battrait les couilles. Et désolé, j'arrive pas pendant 1 heure de film à mettre de côté que je vois de la merde. Si sur 2h37 de film, il y en a 1 heure qui rend nul, déjà le film il part pas bien, donc ça influence légèrement le reste. L'arc Finn Rose est nul et se termine dans une espèce d'apothéose de la nullité où Rose nous dit à nous spectateurs que ils vont gagner grâce au pouvoir de l'amour et de l'amitié. Hein, voilà, on est à ce niveau-là. Star Wars 8, hein. Star Wars 8. Le pouvoir de l'amitié, hashtag ils n'auront pas ma haine. Le pseudo-sacrifice de Finn, on n'y croit pas du tout, c'est nul, voilà, pas intéressant. Donc ça dégage. Je trouve que tous les vieux acteurs qui étaient devenus des personnages passionnants sont complètement relégués au second plan. Chewbacca, Luke, Leila, leurs histoires sont pas intéressantes du tout. L'histoire de Poe est complètement nulle. Sa pseudo-rébellion n'a aucun intérêt, aucun sens. Je comprends pas pourquoi au sein d'une même rébellion, ils discuteraient pas, ils savoureraient pas leur plan secret en fait. Pourquoi la nouvelle nana qui remplace Leila, elle explique pas à Poe, bah attends non, j'ai un plan B. Voilà! En 2 secondes c'est réglé, ils se sont dit les choses c'est réglé, et l'arc narratif de Poe n'a aucun intérêt. Le grand enjeu de ce Star Wars 8, c'est que la flotte rebelle est en panne d'essence. On en est là, bah oui, Star Wars 8 The Last Jedi, l'enjeu principal du film c'est une panne d'essence. Non, si ça vous va, tant mieux hein. Moi si vous arrivez à vous contenter de ça, bah tant mieux, voilà, je vous avoue que j'en attends un petit peu plus de Star Wars 8 en fait. Voilà, moi je suis pas du tout un fan hardcore de Star Wars, mais j'aime Star Wars, j'ai envie que les Star Wars soient bien. Et il y a une vacuité dans ce scénario, ça ne nous mène nulle part, que les acteurs sont très bons. Et le pire en fait, le plus gros problème de ce Star Wars, c'est qu'ils trollent complètement le Star Wars 7. Même si dans les 2 autres trilogies Star Wars, il y avait des défauts, par exemple des épisodes en dessous des autres, il y avait l'idée de faire une vraie trilogie, une trilogie qui se ressemble. Là, j'ai vraiment l'impression que ces épisodes 7, 8 et 9 vont être des épisodes complètement indépendants. C'est pas une trilogie en fait, c'est des épisodes qui se respectent pas les uns les autres. Et du coup, le réalisateur de l'épisode 8, il en a rien à foutre de toutes les pistes scénaristiques qui ont été mises dans le set. Je trouve ça honnêtement très bien de déconstruire ce qu'on nous a vendu avant, mais il faut proposer quelque chose à la place. C'était le gros point noir du set, c'est qu'il déconstruisait la mythologie de Star Wars pour vous en proposer une nouvelle. Ce que je trouvais très cool, que Han Solo soit devenu une espèce de mercenaire de l'espace dégueulasse, que Luke soit exilé, ça violentait un petit peu voilà, les personnages qu'on avait appris à apprécier, ça violentait un petit peu nos envies de fans. Je me disais vraiment que si des pistes n'avaient pas été explorées dans le set, c'est qu'on allait avoir les réponses dans le 8, mais le 8 il en a rien à battre de ça, il s'en bat les couilles. Le mec a fait son film dans son coin, et du coup ça donne lieu à des espèces d'aberrations comme Snoke, qui a une espèce de nouvel empire galactique qui a repris le pouvoir, qui a un nouvel ordre. Moi je trouvais ça très cool, qu'on inverse complètement la tendance. Mais à un moment faut nous dire pourquoi, faut nous dire comment, faut pas que ça sorte d'un chapeau comme ça. Snoke il peut pas être juste méchant parce qu'il a une gueule de méchant. Il est inintéressant ce personnage. Faire un personnage qui n'a pas de grand background, c'est pourquoi pas. Mais du coup quand Kylo Ren le tue pour prendre le pouvoir, ça n'a aucun espèce d'impact, ça n'a aucun espèce d'enjeu. Si Kylo Ren avait tué un mec aussi important, avec un background aussi ouf que Dark Vador, et ben là ça lui aurait donné de l'importance, ça lui aurait donné de la valeur, ça lui aurait donné de la légitimité. Mais là qui tue un mec complètement lambda dont on a rien à foutre, dont on sait pas où il vient, et puis clairement vous attendez pas à avoir la réponse sur Snoke dans le 9. Snoke, la réponse, vous allez l'avoir bien dans le cul, parce qu'on va vous vendre ses origines dans un comics, voilà, achetez des comics. Oignon. Et du coup après la mort de Snoke, la bataille contre les espèces de chevaliers rouges là, n'a aucun intérêt, n'a aucun enjeu, parce que Snoke il est mort. Nous ça sert à quoi de nous faire un beau duel de sabre qui n'a pas d'enjeu? C'est joli, c'est bien mis en scène. C'est comme si on faisait une chorégraphie GRS quoi. C'était pas passionnant parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Je trouve que c'est un film sans enjeu. Je trouve que ce film ne vous respecte pas en tant que spectateur. Et du coup, Kylo Ren, ça va être le méchant en 9? C'est lui le grand méchant? Dans le set, il était complètement démystifié, je trouvais ça intéressant, moi, qu'il se la joue Dark Vador, mais qu'il était complètement en dessous de Dark Vador. C'était un peu un gamin capricieux, donc je me disais vraiment que c'était le mec
qu'elle est passée du côté de la lumière. On allait avoir un personnage intéressant qui passe du côté obscur au côté de la lumière. Mais le mec est encore en pleine crise d'ado. Adam Driver joue très bien, mais son personnage est quand même super mal écrit. Ça va être lui le grand méchant dans le 9. Je pense que le 9 ça va être une vraie catastrophe, ça va être l'apothéose du caca. Honnêtement je sais même pas si je vais aller le voir, en tout cas Star Wars 8 je me suis dit que je ne le verrai plus jamais, tellement ça m'a énervé. Dans les gens qui n'ont pas aimé, je fais partie des personnes qui ont haï ce film, très clairement, je ne le reverrai plus jamais. Ah putain ouais. Il y a une très belle scène pourtant avec Luke, avec R2D2, il y a quand même des petits trucs à sauver, voilà, mais un naufrage ce film. Kylo Ren et Rey qui parlent par le Skype de la Force. C'était une bonne idée mais c'était mal mis en scène et en plus le côté redondant, tu le vois une fois, tu le vois 2 fois, tu le vois 3 fois. Putain, au bout d'un moment j'ai l'impression d'entendre la petite musique de Skype pour dire hey, salut c'est Kylo Ren. Bref, déchaînez-vous dans les commentaires, la guerre est ouverte. Moi je pense que c'est du bon côté de la Force. Je sais pas si c'est une mentalité de site. Du coup, sur ce point-là, j'essaie de ramener autant de gens que possible dans ma team. C'est de la merde! Numéro 4. Numéro 4 de ce top, c'est Death Note, le cahier de la mort. Alors, ça c'est le fou rire. Donc c'est un film qui a été fait par Netflix. Death Note c'est adapté d'un manga excellent, un thriller sur un cahier de la mort dans lequel on écrit des noms. Et quand on écrit le nom de quelqu'un, et ben il meurt juste après. Et c'est un jeune lycéen qui va trouver ce cahier et qui va décider de stopper la criminalité dans le monde en devenant une espèce de dieu de la mort, quitte à complètement abandonner son humanité au service de cette cause-là. C'est un manga que je vous invite vraiment à lire, c'est passionnant, il y a plein de rebondissements, c'est vraiment hyper prenant et hyper stressant. Et les Américains, devant le succès de ce manga incroyable, se sont dit qu'ils allaient en faire une adaptation qui est un espèce de teen movie cucu, concon, niais, qui est basé sur une histoire d'amour totalement ridicule et totalement pétée. Pour vous montrer à quel point ce film est à côté de la plaque, la musique de fin c'est The Power of Love. The Power of Love. Franchement à ce niveau-là ils auraient dû appeler le film Je suis émo, j'ai pas de copine mais je suis attiré par la mort. Voilà, ça c'est un beau résumé du film. Je vois bien les gros cons de producteurs autour de la table qui lisent le manga et qui se disent non mais ça les jeunes américains ils vont pas comprendre, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on mélange High School Musical et 50 Shades of Grey, voilà ça va leur parler. Je dis pas qu'il faut respecter l'œuvre originale, mais il faut avoir du respect pour l'œuvre originale. Et du coup ils ont pris tout ce qui était intéressant dans le manga et ils l'ont têche. Alors c'est marrant, vous voyez vraiment qu'avec la même histoire on peut faire un truc passionnant et un truc nul à chier. Et ils ont mis une petite pincée de destination finale aussi pour rendre le truc encore plus inintéressant et encore plus pérave. Je chie sur ce film, c'était infâme, infâme. Franchement regardez-le en soirée avec des potes pour vous claquer des barres. Ça peut faire un bon jeu à boire Death Note mais sinon c'est le ratage total, c'était scandale de cette année. Bref, le film a fait un tollé, ça m'étonne pas du tout donc c'est tant mieux, peut-être que ça leur fera les pieds, peut-être qu'ils vont commencer à comprendre là où est le problème. Numéro 3, c'est Silence de Martin Scorsese. C'est marrant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir ce film en se disant ouais Martin Scorsese il a fait plein de films de gangsters, ce film ils sont trop cool, c'est trop bien, vas-y j'y vais. Je pense qu'ils étaient pas prêts du tout à voir ce genre de truc. Moi je savais que c'était un film qui allait être à part dans la filmographie de Martin Scorsese. Je savais que ça allait être un truc vraiment très différent et qu'il allait tenter un truc. Et pour le coup je pense que ce film est le pire film de Martin Scorsese. Alors d'abord, petit aparté avant de dire ce qui va pas dans le film, Andrew Garfield qui joue un des 2 prêtres jésuites avec Adam Driver est honnêtement le pire acteur de sa génération. Dès que je vois sa gueule j'ai envie de le frapper, je trouve qu'il est nul, il joue mal. C'est marrant parce que j'ai regardé une vidéo de Durandal où il parlait de ce film et on avait tiqué sur la même scène. Andrew Garfield il parle à un villageois qui lui demande s'ils doivent piétiner les idoles de Jésus quitte à insulter leur dieu et lui il leur dit à moitié en pleurant Trumpet! Et il joue tellement mal, c'est tellement gênant. Donc en fait c'est l'histoire de jésuites qui partent au Japon sur les traces d'un prêtre qui aurait abjuré sa religion et voilà ils vont tenter d'essayer d'évangéliser le Japon parce qu'ils pensent que c'est leur mission. Je pense que Martin Scorsese il arrive au bout de sa vie. Si vous le savez pas il voulait être prêtre à la base et je pense que Martin Scorsese il est en train d'essayer de tenter de gagner sa place au paradis. Du coup il a fait un film complètement bigot. Le film à la fin est dédié aux chrétiens d'Orient donc c'est vraiment un film qui est axé religion. Voilà moi un film déjà qui essaie d'encenser la religion ça me gonfle. En plus je trouve que le film est hyper insultant envers les japonais. Le calvaire que vont vivre les prêtres est également là pour montrer que les japonais sont hyper violents et surtout ils sont vachement ridiculisés. Il y a un intendant qui a une espèce de tête de rat, on nous le fait vraiment passer pour l'espèce de demeuré, voilà, ce qui n'a aucun intérêt si ce n'est d'essayer de le ridiculiser. À un moment, il discute avec un des personnages principaux qui lui met un bon taquet verbal, il va avoir une réaction hyper étrange où il va rentrer sa tête comme ça, comme une espèce de tortue et c'est vraiment tu te dis mais le personnage est un mongol et on essaie vraiment de me montrer ce personnage comme étant un vrai mongol quoi. Je trouve que leur quête aux personnages principaux est pas du tout légitime alors que le film essaie vraiment de nous faire embrasser leur dévouement et moi au bout d'un moment je me disais mais arrêtez de les faire chier, cassez-vous de ce pays putain, les gars veulent pas de vous, qu'est-ce que vous foutez là? Et donc c'est un film très particulier avec une réalisation qui va en déboussoler plus d'un. J'ai vécu une expérience assez incroyable avec ce film, c'est que vers la fin du film il y a une scène où la voix off raconte que la police
Chris emmène à ce personnage et on ne le revit plus jamais. Et le mec sort du champ, et là, l'écran s'éteint et les lumières de la salle se rallument. Donc moi je me suis dit, bon, c'est un film de Martin Scorsese, je sais qu'il a des parties pris forts dans ce film, mais quand même qu'il n'y ait pas de générique, c'est un petit peu chelou, c'est un petit peu osé. À mon avis, il y a eu un bug, on n'a pas la fin du film. Donc je vais attendre. Sauf que là, plus de la moitié de la salle se lève et se barre. Ah, peut-être que là, le film a pas été vraiment apprécié. Donc on est encore une cinquantaine de personnes dans cette immense salle. Ah, et donc il y a plus de la moitié de la salle qui s'est barrée. On est encore une cinquantaine de personnes qui attendons 5 minutes le temps que le film se relance. Effectivement, on n'avait pas eu la fin. Et arrivé à la fin du film, il y avait un couple d'anglais qui était à côté de moi. Je voyais bien que le mec, il s'était dit qu'il allait amener sa copine voir un film de Martin Scorsese pour lui faire passer un bon moment. Et le pauvre, il était tout penaud, elle se lève et elle lui dit "Oh, this was the worst movie I've ever seen." Genre, c'était le pire film que j'ai vu de ma vie. Et lui il savait plus où se foutre, il était trop mal. Donc clairement je pense que déjà ce film à la base est pas pour tout le monde. Même si Martin Scorsese a tenté des trucs dans ce film, je trouve que Silence c'était un film raté. Et là c'est pour ça qu'il se retrouve si haut dans mon top cette année. Numéro 2. Ah là on commence à taper très très haut. C'est d'autant plus insultant que c'est adapté d'une des meilleures BD françaises qui ait jamais été faite. C'est Valérian, qui est donc adapté de Valérian et Laureline, hein, merci pour Laureline. Oignon. Voilà, elle a été dégagée à la grenade. Alors le film commençait bien, parce qu'il y a une très belle scène au départ où on voit la station Alpha se construire au fil des années, au fil des différentes rencontres avec des extraterrestres, avec une très belle musique de David Bowie je crois. Ouais, on est sur quelque chose d'intéressant. Et ensuite il y a une autre scène qui se passe dans un milieu intéressant, c'est un marché virtuel. Il faut mettre des lunettes pour voir le marché. La scène est intéressante, mais après elle est complètement ratée et mal mise en scène et tout ça. Mais je me disais qu'il y avait du potentiel, jusqu'à ce que nous découvrions un petit peu en profondeur les personnages de Valérian et de Laureline. Valérian, c'est un gros creep. C'est pour ça que c'est insultant par rapport à la BD de base, parce que les personnages étaient passionnants. Mais Valérian, c'est un creep le gars. C'est le frotteur dans le métro. C'est un balance ton porc. Ce personnage a pour enjeu pendant tout le film de vouloir se taper Laureline. Voilà, il veut la pécho, il veut la ken. Le personnage n'a pas plus de profondeur, ce qui fait qu'à la fin, à un moment, de manière très sérieuse, il dit "Mais tu sais Laureline, moi je suis un soldat." Et ça sort d'où ça, connard? Non, t'es juste un gros beauf en fait. T'es juste un gros beauf, le seul truc qu'on m'a montré pendant tout le film c'était un gros porc. Et quant à Laureline, elle a cet enjeu passionnant de vouloir se marier avec Valérian. Les mecs sont des gros beaufs et les filles elles veulent se marier. Ça c'est vraiment les trucs qui vont faire rêver les adolescents dans le monde entier, hein. Franchement des personnages comme ça c'est plutôt vraiment bien trouvé. Ce film a été écrit par un gros beauf. Alors je veux pas citer de nom, hein. Je veux pas dénoncer quand même, mais je trouve que le point culminant de ce côté gros lourdingue insupportable, c'est une scène de pseudo-striptease où Valérian se retrouve dans une espèce de boîte où il y a un extraterrestre qui peut changer de forme, qui va lui faire une espèce de lap dance en prenant des formes sexy. Cet extraterrestre est interprété par Rihanna. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi gêné au fond de mon siège en me disant putain mais on me prend vraiment pour un gros los, on me prend pour un gros porc. J'ai vraiment l'impression qu'on me met dans la peau de Valérian et qu'on me dit regarde je t'ai mis une meuf bonne, vas-y Matt c'est le moment sexy du film. Attention je vais vous mettre un extrait d'une lap dance qui est sexy. Voilà, ça c'était une lapdance sexy. Valérian c'était une lapdance de gros porc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros beauf à côté de moi qui va me dire allez vas-y Matt, regarde elle est bonne quand même, elle est bien foutue. Mais monsieur lâchez-moi, je vous parle pas. Allez on est des hommes, on kiffe ce genre de trucs, vas-y profite. Mais monsieur mais vous êtes un gros beauf. Oh ça va. L'histoire du film n'a aucun intérêt. Là c'est un espèce de petit incident diplomatique où tout le monde s'en fout. Le climax de la nullité de ce film c'est quand on vous fait à la fin une espèce de pseudo-révélation sur qui était le méchant. Donc il y a un travelling circulaire qui va tourner autour d'une personne et qui va vous révéler son visage avec vraiment l'intention de vous dire regardez, c'était lui le méchant. Bah ouais gros je savais en fait, c'était le truc qu'on avait cramé depuis le début en fait. Je sais pas qui dans la salle aurait pu se dire oh non c'était lui. Hallucinant, ça c'était hallucinant. L'histoire du film n'a pas de sens, on se perd dans des espèces de sous-intrigues complètement inintéressantes. Valérian va se perdre, donc Laureline va partir le chercher. Ensuite Laureline va se perdre, c'est Valérian qui va partir la chercher. Le film s'est planté aux États-Unis. Et j'adorais écouter toute cette bande de gros bolos sur les plateaux de télé en train d'essayer d'expliquer oui mais on va se rattraper avec le marché chinois. Bah vous allez vous rattraper avec le marché chinois, j'attends de voir ça. J'attends de voir si c'est vraiment rattrapé sur le marché chinois. Valérian et Laureline c'était une BD merveilleuse qui avait notamment inspiré Star Wars. C'est marrant parce que tout le monde me dit que Luc Besson a fait des bons films. J'ai jamais vraiment aimé Luc Besson. Luc Besson a fait des bons films quand c'est pas lui qui les écrivait. Tout 5ème élément c'est pas lui qui l'a écrit. Ce film allait se perdre illico presto dans les méandres de l'hyperespace, je ne veux plus jamais en entendre parler. J'ai toujours pensé que Luc Besson était un mauvais réalisateur, j'ai jamais aimé ce qu'il faisait, donc voilà, ça m'intéresse pas. Et ça c'est le summum de sa carrière. Et il y a encore pire que ça, il y a le numéro 1. Numéro 1. Tu te dis
Tu te dis comment la même personne a pu faire de tels chefs-d'œuvre et a pu se planter à ce point-là. C'est le film qui va vous dire que Prometheus c'était quand même pas un si mauvais film, c'est Alien Covenant. Alien Covenant, je l'ai mis en numéro 1. Pour moi, c'est la plus grosse insulte de cette année. Je reste un fan inconsidéré du travail de Rudy Giger qui avait donc créé le Xenomorph, la créature d'Alien. Je reste un fan inconsidéré du premier Alien et que le créateur de tout ça sabote lui-même sa propre saga à ce point. Je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer en fait. Mais ce film a réussi la prouesse d'être pire que Prometheus. Prometheus c'était clairement un navet. Mais je me souviens quand même de la scène où elle s'ouvre le ventre pour essayer d'extraire l'alien qu'elle a dans le bide, dans l'espèce de sas de soins. C'était une scène assez plein de tension quand même, c'était assez intéressant. Il y avait quand même cette scène là à sauver. Alors que là, c'est le film le plus con que j'ai vu de cette année. Encore un film complètement bigot. J'ai l'impression que Ridley Scott, qui arrêtait pas de taper sur la religion toute sa vie, il a complètement retourné sa veste. Et il veut également sa place au paradis. Il y a une espèce de délire autour de la religion dans ce film, sur la création, le pouvoir d'être un dieu. Tous les personnages vont avoir des réactions complètement inconsidérées. Ils sont responsables de 200 000 colons qui sont en stase, mais en suivant leur instinct et leur destin, ils vont se dire qu'ils vont aller partir sur une autre planète. Que des réactions mais complètement ahurissantes. Tu te dis mais pourquoi vous faites ça? À quel moment il y a une logique dans ce que vous faites en fait? Ça n'a pas de sens. Tous les personnages sont complètement inintéressants. Il y en a un, il a un chapeau de cow-boy. C'est le seul signe distinctif qui m'a permis de le retenir. C'est le film où Michael Fassbender est transformé en un simulateur d'apprentissage de flûte. Pendant 10 bonnes minutes, vous allez avoir un cours de flûte par Michael Fassbender à son propre jumeau. C'est le film dans lequel le personnage de Michael Fassbender vous apprend que souffler sur les naseaux des aliens, ça permet de les calmer comme quand on souffle sur les naseaux des chevaux. Ce qui donne lieu à une scène, je vous jure, si vous l'avez pas vu, il souffle sur les naseaux d'un alien. Est-ce que ça vous suffit pas à voir à quel point ce film est totalement perché? C'est le film qui a le twist scénaristique le plus pitoyable que j'ai vu depuis très très longtemps. À un moment vous avez deux androïdes, il y en a un gentil et un méchant qui sont jumeaux qui se battent. La séquence se termine quand le gentil il a bloqué le méchant par terre, il lève la main et il va l'achever. Ça coupe et on retrouve un androïde qui se ressape comme ça, qui rejoint les autres. Et on se dit bah ouais, on essaie de nous faire croire que c'est le gentil mais c'est le méchant. Voilà, on a capté. Et en fait à la fin, et ben on vous révèle qu'en fait c'était le méchant. Franchement j'avais l'impression de voir Ridley Scott crever dans la rue et dire s'il vous plaît, donnez-moi des idées intéressantes de scénario, j'ai plus d'idées. Alien Covenant, c'est un film qui fait peur. Les affiches me chauffaient bien, j'avais vraiment l'impression qu'on avait renoué avec l'horreur cosmique, l'épouvante dans l'espace. Et pour le coup il y a une partie un petit peu épouvante, mais c'est vraiment le film d'horreur que t'achètes en DVD à 3 € par hasard quoi. Les personnages vont faire toutes les plus grosses stupidités que font les personnages dans les films d'horreur. Ils sont poursuivis par un alien, mais pour dormir ils vont tous aller dormir dans des coins différents, ils vont tous se séparer. Je vous laisse voir où ça va venir, bah il y en a qui se fait défourailler bien évidemment. Il y a un mec, il perd quasiment tout son bataillon, il se doute qu'il y a un traître dans l'équipe, et il se retrouve seul avec le robot, et il se retrouve dans une pièce où il y a des œufs. L'androïde va lui dire vas-y regarde dans l'œuf. Regarde dans l'œuf, parce qu'il y a un œuf d'alien qui s'ouvre et il dit vas-y regarde. Ah ouais je vais regarder, je sais pas. Oui, hallucinant. Et je vous dis le film en plus a des délires sur la religion. Le méchant androïde, il crée un alien en faisant sortir un alien du bide de quelqu'un. Et il lui dit voilà ma création, contemple ton nouveau dieu ou une merde dans le genre. Et je vous jure le bébé alien, il fait ah. Je riais de nervosité. C'était l'horreur de cosmique du cinéma. C'était le plus gros carnage que j'ai vu cette année. Et en plus apparemment, bonne nouvelle pour vous les amis, Ridley Scott compte faire encore 5-6 films dans cette franchise. Autant vous dire que moi c'est bon, j'ai compris la leçon, j'irai plus les voir. Ce film est le plus gros caca intersidéral que j'ai vu cette année. Et c'est pour ça qu'il se retrouve en numéro 1. Voilà les amis, bah écoutez c'est une vidéo assez longue. En tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait un petit peu marrer. On se retrouve l'année prochaine pour un top film et un flop film comme d'hab. Moi je me suis vraiment bien éclaté à faire cette vidéo. Nous on se revoit très vite pour un épisode de nos plus grands films où on parlera de serial killer. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller voir mon top film si vous l'avez pas encore vu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.